Bonjour messieurs, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous commençons une série, peut-être courte, peut-être plus longue, sur la notion de propre de l'homme. Puisque, à l'occasion de nos travaux, nous avons évoqué, ça a surgi comme propos, comme question dans nos travaux. Ouais. Alors, aujourd'hui, le sujet, le propre de l'homme. Et donc, vous envoyez un exemple ici. Bon, c'est une photo d'Eberhard. Évidemment. Il ne souhaite pas se montrer à l'écran. Alors, le propre de l'homme. Alors, quelle est la problématique? Et voilà. Donc, quel enjeu en définitive donc pour la spiritualité, qui est quand même notre sujet, le renouvellement spirituel qui nous intéresse. Voilà, donc c'est la première chose que je présenterai. Après, je parlerai de la pertinence de la question. En fait, j'en parlerai un peu plus tard. Hein. Je n'ai pas mis à jour, ça sera plutôt vers la fin, en définitive, que je vais traiter de cette question de la pertinence. Voilà, j'y apporterai une réponse. Et puis, je vous présenterai un certain nombre de références philosophiques historiques, d'une part, puis, dans un deuxième temps, plus contemporaines, sur cette question du propre de l'homme. Après, je continuerai avec les références plus scientifiques. Je me livrerai, je tenterai une analyse et puis je tenterai également une synthèse à la fin. Je répondrai notamment à la pertinence de cette question. Donc c'est une question effectivement importante pour le CDRS puisque la spiritualité s'adresse à nos congénères humains. Alors, enjeu pour la spiritualité, ce débat a surgi lorsque nous avons débattu de l'anthropocentrisme dans les religions, donc une série de 2 émissions sur cette notion d'anthropocentrisme dans les religions. L'anthropocentrisme étant, c'est une doctrine philosophique et spirituelle aussi, on peut l'élargir du coup, qui place l'être humain et ses intérêts comme le centre de l'univers tout entier. Définition canonique de l'anthropocentrisme. Si tu peux couper ton micro, Eberhard, s'il te plaît. Oui, excuse, je l'avais éteint tout à l'heure et voilà. Alors, au fond, ça pose la question, quel enjeu pour la spiritualité, cette question du propre de l'homme, c'est la place de l'homme dans l'univers. Hein. Est-ce que justement l'homme est au centre de l'univers, tout a été quelque part créé autour de lui et pour lui, ou pas hein. Ou voilà. Et donc, cette question se pose dès l'apparition de la spiritualité. On pourrait croire que c'est quelque chose qui est lié au monothéisme, de dire, on place l'homme au centre. Là, c'est vrai qu'on est vraiment dans l'anthropocentrisme, comme j'ai eu l'occasion d'en parler. Mais dès l'animisme, il y a déjà des tendances et des interrogations, justement, sur quelle est la place de l'homme par rapport au reste de la nature, malgré tout, même si ce n'est pas formulé de façon conceptuelle comme ça. On sent qu'il y a un hiatus qui a besoin d'être adressé, puisque l'homme se conçoit comme différent, comme spécial. Hein. Donc ça, c'est vrai dès les prémices de la spiritualité. Donc on en trouve des traces dans l'animisme. Mais je dirais même jusqu'à nos jours, quand bien même chez des athées, notamment des scientifiques, qui placent par exemple le cerveau humain comme la chose la plus complexe dans l'univers. Hein, affirmant ça d'ailleurs sans trop de preuves, à vrai dire, à l'appui de ses propos. Mais on voit bien qu'avec une mise en avant du cerveau humain comme étant quelque chose d'extraordinaire, etc. Je n'aborderai pas ce dernier point, mais nous verrons ce qu'on peut déjà en penser dans cette première présentation. Donc, pour nous, pour un renouvellement spirituel, c'est fatalement la place de l'homme dans l'univers, fatalement une question à adresser, à prendre en compte, et donc, incidemment, quel est le propre de l'être humain. Alors, est-ce une question pertinente? Moi, c'est quand même déjà la première question que je me pose à ce propos. Est-ce que c'est une question pertinente? Alors, vous remarquerez les illustrations que je mets à droite, si vous, qui sont parfois un clin d'œil.
Bah, est-ce une question pertinente? Bah, le fait est déjà que nous nous la posons. Donc, qu'elle nous plaise ou non, qu'elle soit pertinente ou pas, cette question se pose, elle vient de manière récurrente, donc nous nous la posons, donc bah, il faut bien l'adresser. Et puis elle vient, comme j'ai un petit peu déjà esquissé de le dire, des interrogations que nous avons sur notre réussite, parce que c'est vrai que l'espèce humaine se diffuse sur toute la planète, élabore un certain nombre de choses, de villes, etc., d'outils, et puis il y a aussi le côté hubris, hein, c'est-à-dire la volonté de se développer, de dominer les autres, qui font que on se dit, ben, on a quelque chose d'exceptionnel, on a quelque chose de plus que les autres, qui fait que nous sommes légitimes à dominer, justement. Donc, à la fois des interrogations, une réussite incontestable, au moins jusqu'ici, et puis un hubris que l'on peut rencontrer peut-être dans d'autres espèces, mais nous allons voir. En clair, nous nous sentons comme exceptionnels. Nous sommes exceptionnels. Voilà pour, je dirais, la justification de cette question. Et puis, d'un autre côté, nous avons un modèle du monde. Alors, nous ne sommes pas les seuls animaux à avoir un modèle du monde, évidemment, on se rend bien compte. Hein. Sinon, les animaux se cogneraient contre les murs, par exemple, hein, s'ils ne les voyaient pas. Donc, ils ont bien un modèle. Mais il est, semble-t-il, nous pensons qu'il est plus évolué, grâce notamment à la raison. Toutefois, nous sommes confrontés à ces limites de ce modèle, à nos propres limites de compréhension, hein, aux limites de notre raison. Donc il y a fatalement une part d'incompréhension dans le monde, malgré tout, que nous observons. Donc, même s'il est évolué, même si nous en avons un modèle, nous ne le comprenons pas, malgré tout, totalement. Donc, ce qui fait qu'au moins historiquement, des explications surnaturelles, donc en dehors des causes accessibles, je dirais, ont vu le jour. Donc, des causes surnaturelles, bon, on parlait dans l'animisme des esprits, des objets et des êtres. Et face à cette incompréhension, bien évidemment, comme nous avons un modèle du monde et puis que nous avons besoin d'être rassérénés, eh bien, c'est une des motivations de l'apparition de la spiritualité. D'ailleurs, je vous renvoie à la définition de la spiritualité que j'avais proposée d'ailleurs en convergence avec Ebora. Donc la question se pose, et donc elle est fatalement pertinente. Mais du coup se pose la question, alors en quoi donc sommes-nous différents? Sommes-nous différents du reste de l'univers et des autres êtres dans cet univers? Donc un certain nombre de références philosophiques et historiques, je dirais, bon je ne vais pas épuiser, hein, parce qu'il y en a énormément, donc je vais prendre un très ancien, parce qu'il a déjà énoncé un certain nombre de choses qui ont été reprises après. Par exemple, donc, Aristote dit par exemple le rire serait le propre de l'homme. Alors, il a dit ça, c'est un peu surinterprété hein, dans ses propos. Rabelais également l'a dit. Il a parlé aussi de la notion d'animal politique, que l'homme est un animal politique, donc c'est la question de la sociabilité en définitive. Le fait que l'homme soit un animal social pourrait être aussi le propre de l'homme. Le langage également, où il dit notamment « Homme, seul de tous les animaux, possède la parole ». Descartes tient aussi supporte également cette thèse. Et puis il parle encore d'âme intellective. On parlait du modèle du monde, on parlait tout à l'heure, de la raison. Bon voilà, l'âme de l'homme serait apte à la réflexion intellectuelle. Donc voilà, rien que sur Aristote, on a déjà 4 possibilités de propre de l'homme. Une chose intéressante malgré tout, chez Aristote, dès Aristote, qui a d'ailleurs fait un traité sur les animaux, qu'il considère l'homme comme un animal. Hein. Tant quand il dit l'homme est le seul des animaux à posséder la parole, ça veut dire qu'il considère l'homme comme un animal. Ou l'homme est un animal politique, est un animal social, ça veut dire qu'il considère l'homme comme un animal. Et ça, c'est tout à fait notable également.
Bon, plus tard, bon, j'ai pas, comme j'ai dit, je vais pas énumérer tout ce qui a pu être dit sur ce sujet, mais quand Rousseau et Kant également dit à peu près la même chose, je dirais, c'est que ce serait la liberté qui caractériserait l'homme en propre. Parce que l'animal, lui, serait juste une machine ingénieuse. Hein. C'est le mécanisme à l'époque très en vogue. Kant dit à peu près la même chose à partir de la notion de volonté. Moi, je les rapproche, je les ai un peu fusionnés ici. Et puis, que nous disent également d'autres références philosophiques, hein, donc les religions et les spiritualités, eh bien, elles nous disent plein de choses. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles elles créent toute une cosmogonie, et puis également des mythes fondateurs, où, pour certaines, disent que nous sommes des élus de Dieu, et donc le monde a été mis à notre disposition, et c'est ce qui fait notre particularité, c'est que Dieu nous a élus comme étant le centre de ce monde, et que ce monde a été mis à notre disposition. Donc voilà, je dirais, les principales grands courants, je dirais, références philosophiques sur le propre de l'homme. Donc, ce qu'on peut constater, en conclusion déjà de ce premier tour d'horizon, c'est que ça donne vraiment des définitions multiples et totalement divergentes. Hein. Quand même, soyons quand même tout à fait clairs. Alors, autre référence philosophique historique, c'est la rupture, plus proche de nous, donc beaucoup plus proche, introduite par Darwin, avec justement l'homme qui est un animal, donc qui refait le même constat qu'Aristote, évidemment, mais qui est issu de l'évolution des espèces. Donc il n'est pas du tout un élu ou je ne sais quoi de cette nature, ou un mythe fondateur avec des titans ou je ne sais quoi, qui aurait enfanté l'homme et mis l'homme, l'univers et la Terre en particulier à sa disposition. Là, on est juste un animal issu de l'évolution des espèces. Mais bon, Darwin, je dirais, il fait pas ça, c'est pas même le premier qui dit ça, puisque Linné, un peu avant lui, dit j'avoue n'avoir pu tirer des principes de ma science, donc qui est le naturalisme, aucun caractère grâce auquel il serait possible de distinguer l'homme du singe. Dès Linné, avant même Darwin, il avait déjà fait lui-même ce propre constat. Autre référence philosophique du plus proche de nous, au XIXe siècle, Marx, qui lui s'y est essayé également en disant, en parlant donc du propre de l'homme, hein, le premier acte historique de ces individus, par lesquels ils se distinguent des animaux, n'est pas qu'ils pensent, mais qu'ils se mettent à produire leurs moyens d'existence. Voilà donc ce que propose, donc produire ces moyens d'existence, donc le travail et la production, en définitive, pour Marx, distinguerait l'homme des animaux. Bon, nous allons voir ce qu'on peut penser de cette dernière affirmation de Newton. Donc la révolution naturaliste, je dirais, rebat les cartes par rapport aux penseurs antérieurs, qui n'avaient pas cette vision, cet apport, je dirais, à la fois philosophique et scientifique. Alors, les références philosophiques plus présentes, plus actuelles. Bon, Jacques Derrida, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'animal que donc je suis ». Donc, voilà, je dirais que le titre se passe de commentaires, même quoi qu'on pense par ailleurs de Derrida. Quat Sartre, qui lui place la motivation, un peu comme l'avait fait Kant. La motivation, lui, il appelle ça le motivationnisme, comme qui serait le propre de l'homme. Jules Carle, donc auteur du Que sais-je, le premier homme, pour lui, le fait qui est distinctif, c'est que l'homme fabrique des outils, c'est-à-dire qu'il fait des outils, il n'utilise pas simplement des outils, mais il en fabrique. Hein, donc on a une intention indirecte, d'accord, hein. Et peut-être j'y reviendrai sur cette question.
qui serait le propre de l'homme. Et puis il y a d'autres divers, capacité à l'autodestruction, donc on parlait juste avant cette émission avec Christian, l'homme possède des vêtements, l'homme transpire, etc., etc. Donc ce sont des références, d'autres distinctifs qui sont parfois mis en avant par les uns ou les autres. Mais en définitive, un certain Robert Paris dit en substance, on a cherché et en fait, ce propre de l'homme, on ne l'a trouvé nulle part. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire qu'en définitive, on se retrouve avec autant de questions d'un point de vue philosophique qu'on en avait avant, en définitive, percuté quand même également par cette révolution naturaliste de l'évolution des espèces. Alors justement, quelles sont les références scientifiques? Bon, les références, il n'y a pas de recherche propre spécifique, je dirais, sur le propre de l'homme. Hein. C'est pas un sujet en soi. Il y aura des recherches sociologiques, paléontologiques, anthropologiques, éthologiques. Voilà, il y aura différents champs de recherche, mais aucun quelque part qui serait spécifiquement sur cette question du propre de l'homme. Toutefois, il y a évidemment des questions qui percutent cette question et qui constatent en définitive que plus les recherches avancent, notamment en éthologie, donc l'étude des comportements animaux, plus le propre de l'homme proposé tombe tous les uns après les autres, si vous voulez. Prenons par exemple ce que disait Karl sur la fabrication d'outils. On a fait des expériences récentes avec les corbeaux. Donc non seulement les corbeaux savent utiliser des outils, donc pour aller chercher des trucs mis dans une bouteille, hein, de la nourriture mise dans une bouteille, donc ils prennent un bout de fil de fer, et donc qui était déjà là, ils le prennent et ils savent chercher. Mais non seulement ça, mais ils savent également si c'est nécessaire, tordre ce bout de fil de fer pour pouvoir atteindre la nourriture qui est toujours mise dans une bouteille. Et même encore plus fort, je dirais, c'est on leur donne un fil de fer qui est préalablement tordu, eh bien ils le détordent parce que c'est nécessaire pour aller chercher le fruit, ils détordent le fil de fer pour aller chercher la nourriture. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement dans le cas où ils fabriquent eux-mêmes leurs outils, en définitive. Et même des outils qui sont un peu biscornus, comme pour le dire. Donc voilà, c'est un exemple, mais en définitive, tous ces éléments tombent les uns après les autres, et vous allez voir que dans les références que je mettrai sur la page du site consacré à ça, je vais mettre plein de liens internet sur lesquels vous allez voir des exemples justement où ça tombe. En définitive, tous les arguments, les hypothèses qui ont été avancées précédemment tombent les unes après les autres. Il faut bien se rendre compte également que d'un autre point de vue, le bonobo, qui est donc notre plus proche cousin, nous partageons avec lui 99,4% de notre code génétique. Et pourtant, vous voyez, il y a quand même des différences physiques tout à fait considérables avec tout ça. Mais malgré tout, nous sommes extrêmement proches. 99,4% de notre code génétique est commun avec le bonobo. Donc nous sommes quand même extrêmement proches. On peut pas... Alors, quelques autres références, je dirais, que je vais vous présenter peut-être à l'écran. Donc, par exemple, Epsilon, donc, qui est une revue de vulgarisation scientifique, dans son numéro hors série numéro 9, Nature humaine, la quête désespérée et multiséculaire de ce qui nous distingue des autres animaux. On parle notamment du rire, où il dit le chimpanzé rigole quand il joue, le langage, le passereau chante en patois. Ils ont même des patois, ils n'ont même pas plus que des langages, ils ont même des patois. Le menton, parfois il y a des scientifiques qui disent c'est le menton. L'éléphant a un menton. La justice, le capucin doute quand il est lésé. La culture, les dauphins se transmettent des traditions. Les maths, la girafe maîtrise les statistiques. Les outils, les perroquets, donc là je vous ai parlé des corbeaux. La ménopause,
Les orques, les belugas, les narvals aussi ont une ménopause. Le deuil, les chiens dépriment aussi. Le feu, les rapaces chassent à la torche. Voilà quelques exemples. Hein. On trouvera également la référence sur le site. Autre référence, l'intelligence abstraite. Donc là, c'est un article sur Internet. L'intelligence abstraite n'est plus le propre de l'homme. Bon, ils ont fait un certain nombre d'expériences avec des chimpanzés, visiblement. Et puis, les 7 péchés capitaux. Hein, Science et vie de mars 2022. Donc, voici. Donc, en fait, où on s'aperçoit que les enfants, l'éléphant a bonne mémoire et se venge avec fureur. Le chien identifie un rival et son cerveau le montre. Les dauphins sont sensibles au plaisir. Les râteaux exécutent nus, exécutent les étrangers, etc. Mais il y a pire que ça. Il y a même le mal. Hein, c'est-à-dire que, on pourrait dire, il y a le mal qui est spécifique de l'homme. Non, les orques, par exemple, je vous envoie vers la chaîne YouTube Virgule Animal, qui est intéressante. Les orques, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, il y a une émission de 2 heures sur les orques, je vous invite vraiment à la regarder. Elle est extraordinaire, cette émission. Les orques sont sans doute les animaux, on dit les dauphins, les orques sont sans doute les animaux les plus intelligents après nous. Et ils font des choses, ils font du mal. C'est-à-dire qu'ils jouent par exemple avec d'autres animaux. Les dauphins font aussi un petit peu ça. C'est-à-dire que comme ils sont gros, hop, ils les jettent en l'air. Mais ils les mangent pas, ils font rien du tout avec. Hein. C'est juste pour jouer, c'est-à-dire ils les torturent juste pour... comme ça. Voilà. Donc on pourrait croire que c'est le mal également qui est le propre de l'homme, mais même pas. Le mal gratuit, hein. Mais les chats également font ça. Hein. Ils jouent parfois tout simplement ils tuent des oiseaux, notamment, sans les manger. Donc on se retrouve avec l'invalidation une à une de toutes les hypothèses qui ont été proposées jusqu'ici, et en fait on ne trouve rien qui soit le propre de l'homme. Alors, il y a d'autres travaux là, très très récents d'Hélène Boucher, de Camille Coy et de Alban Lemasson, donc des chercheurs du CNRS, donc vous trouverez également le lien. Donc ils parlent sur le langage, c'est un article scientifique là pour le coup, hein, pas de vulgarisation, le langage est-il le propre de l'homme? Enfin, c'est quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça, le langage est-il le propre de l'homme? Et donc, ils disent notamment le langage, par rapport au langage, mais certaines propriétés du langage ne sont finalement pas le propre de l'homme. Même s'ils arrivent à une conclusion où certaines propriétés quand même assez évoluées du langage sont spécifiques à l'homme. Voilà. Mais on est déjà sur des choses presque secondaires, je dirais, hein, voilà, par rapport à l'existence du langage. Elles disent également... Enfin, je dis elle parce que je pense que c'est Hélène Boucher qui est citée en premier, bon, à moins que ça soit par ordre alphabétique. Les analyses suggérant l'existence de différences quantitatives plus que qualitatives. Là, je pense qu'on est vraiment sur le nœud de la question. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des différences, mais sont plus sur le degré de possession de la fonction, plus que sur le fait que la fonction soit présente ou pas. Je cite encore. Toutefois, des études de plus en plus nombreuses proposant des paradigmes expérimentaux de plus en plus pertinents pour les animaux révèlent des capacités cognitives jusqu'alors insoupçonnées. Par exemple, des expériences ont démontré que l'homme et les singes possèdent un système similaire de dénombrement d'unités perçues dans différentes modalités sensorielles, d'ordination et d'addition de valeurs numériques. Donc on est là à la base de l'arithmétique, hein, donc une des branches des mathématiques. C'est un exemple qu'elle cite. Donc, voilà, hein, je le répète, ce sont plus des différences de degrés que de fonctions qu'on va retrouver comme préexistants. Donc je vous propose maintenant une analyse de tout ça. C'est une première conclusion, en tout cas, on n'a pas trouvé de propre de l'homme.
peut-être qu'on trouvera un jour, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas trouvé de propre de l'homme. Je dirais de façon incontestable, de façon prouvée, comme on a prouvé que les objets tombent. Hein. Le problème, c'est que le problème, du coup, il reste entier, puisque nous considérons comme exceptionnels. C'est toute notre problématique que je posais au départ. Donc, certes, ce qu'on peut dire, c'est que certes, nous avons, en tant qu'espèce, une combinaison unique de caractéristiques. Le problème, c'est que toutes les espèces sont dans ce cas. Toutes les espèces ont une combinaison unique de caractéristiques. C'est même précisément ce qui fait que ce sont des espèces distinctes. Donc en fait, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc certes, on a une combinaison unique, mais les autres également. Donc au fond, le hiatus n'est pas résolu. Et puis, par rapport à ce que disait Marx, il n'y a pas que ce n'est pas non plus le travail social qui fait l'homme, ni même le fait de produire son environnement ou ses conditions d'existence. Les fourmis font également du travail social et ils créent aussi leurs conditions d'existence. Mais on peut parler des fourmis, mais il y a les castors, il y a les termites, il y a un plein, les oiseaux qui construisent des nids, etc. etc. Donc qui travaillent également et qui construisent en partie les conditions de leur existence, les terriers des lapins, etc. etc. Et je ne parle pas des suricates. Donc le hiatus n'est toujours pas résolu. Et la proposition de Marx ne permet pas d'avancer plus, en définitive. Alors moi, je vais vous proposer un processus, si vous me le permettez, ce à quoi moi m'a abouti mon analyse de cette question du propre de l'homme. L'homme est un animal qui chassait, donc omnivore, donc y compris dans des temps très reculés, hein, même des espèces du genre Homo, même plus qu'Homo, donc qui sont à la fois donc mangeurs de fruits et peut-être de légumes, enfin de végétaux, et qui chassent. Et à la chasse, le gros avantage de la chasse, c'est la chasse à l'épuisement. La chasse à l'épuisement, ça consiste, alors qui est toujours pratiquée en Afrique et que la chasse à courre en France, hein, c'est aussi une chasse à l'épuisement. Hein. Donc c'est la chasse la plus ancienne, la plus traditionnelle. C'est-à-dire qu'on poursuit l'animal jusqu'à temps qu'il ne puisse plus avancer. Il est bloqué parce qu'il ne peut plus avancer, il ne peut plus dissiper la chaleur qu'il a accumulée en courant. Et donc il ne peut plus s'enfuir, il est prostré et à ce moment-là, on peut le capturer et le tuer. Et qu'est-ce qui permet à l'homme de faire ça ? Ce qui permet à l'homme de faire ça, c'est sa transpiration. L'homme est un des animaux qui transpire le plus. Et c'est d'ailleurs, et pourquoi est-ce qu'il transpire le plus ? Parce qu'il n'a pas de poils. Enfin, ses poils sont tout réduits. C'est le seul animal, quasiment, hein, bon, et les poissons aussi, mais l'animal terrestre, qui n'a pas de poils. Et ce qui permet donc une transpiration énorme. Donc, si on doit chercher un premier propre de l'homme, c'est une capacité à transpirer déjà, que tous les animaux n'ont pas cette capacité, et à transpirer beaucoup, beaucoup plus que les autres. À partir de là, tout va bien quand vous n'avez pas de poils, tant que vous êtes dans un environnement chaud et douillet, que l'environnement est stable. Mais il arrive fatalement à un moment où des événements naturels, des refroidissements, des troupeaux qui migrent et qu'il faut suivre, etc., des événements naturels font que vous avez besoin d'artefacts intrinsèques pour justement continuer de vivre. C'est également aussi évidemment des outils de chasse, mais ce sont des habits, des vêtements, ce sont des logis pour se protéger et donc du travail pour fabriquer également ces artefacts. Donc ça, fatalement, ça découle en définitive du fait que nous n'ayons pas de poils. Qui est, à mon avis, l'acte fondateur de la divergence de notre trajectoire. Après, évidemment, la volonté, qu'on va retrouver dans d'autres espèces, bien sûr, mais ceux qui auront le plus de volonté, et là on va retrouver le motivationnisme, peut-être une partie de liberté, de choses comme ça, vont produire les meilleurs artefacts.
hein, qui seront les plus efficaces, etc., les meilleurs habits, les meilleurs logis, etc., qui permettront que eux se développent au détriment de ceux qui ont moins de volonté de se déplacer, de fabriquer des choses, etc. Et ces meilleurs artefacts, bah, au fur et à mesure, engendrent un besoin de transmission de plus en plus important, c'est-à-dire une culture de plus en plus riche en elle-même et une culture qu'il faut transmettre. Et ce besoin de transmission, bah, donc on le retrouve donc dans cette culture. Et puis arrive un dernier stade, je dirais, qui est le fait que, et là c'est vraiment quelque chose qui pour moi est vraiment est très distinctif, c'est que les échanges dépassent le niveau du groupe pour devenir intergroupe. C'est-à-dire que ce qu'on va observer chez les animaux, c'est qu'effectivement, ils vont avoir des cultures qui vont se transmettre des savoir-faire, etc. Mais ces savoir-faire vont rester au niveau d'un groupe. Ce qui distingue vraiment ce que l'homme permet à partir d'un certain moment, à partir de certaines ruptures, justement, c'est que ces savoirs, cette culture va se transmettre d'un groupe à un autre groupe. Bon. Et donc, dont notamment le néolithique, avec la culture de l'agriculture, justement, bah les groupes vont se transmettre des savoir-faire et qui vont se diffuser. Donc, ça semble, le néolithique semble tout à fait clair sur ce sujet-là, à ce propos, mais il y a peut-être eu d'autres ruptures antérieures, et il y en a eu d'autres postérieures, évidemment. Tout cela, en définitive, pour bien avoir ce qui nous caractérise, quel est notre caractère, je dirais, c'est que nous sommes des êtres qui sommes à la fois faits de nature, mais qui sommes faits également d'artifice. Je veux dire, bien faits d'artifice. C'est-à-dire que le fait d'avoir des habits, d'avoir un logis, ce n'est pas une option. Ça fait partie intégrante de notre caractère d'homme. D'accord ? Je ne sais pas si on peut appeler ça le propre d'homme, mais en tout cas, ça fait partie de nos caractéristiques. Voilà. Bon, après, on va dire, les oiseaux aussi ont besoin il a besoin de terrier également, le lapin, les oiseaux ont besoin de nids, etc. Mais nous, on a même vraiment dans notre chair, je dirais quand même, puisqu'on n'a plus les poils, justement, qui nous protègent des intempéries. Alors, en synthèse, alors, je sais pas, je suis déjà à 30 minutes, oui, bah c'est un peu. Je vous avais prévenu que ça serait un peu long, et je pense que le sujet le mérite. Donc, nos caractéristiques se retrouvent toutes dans d'autres espèces. Les différences sont plus quantitatives que qualitatives. Attention toutefois, le fait de dire que ces différences sont plus quantitatives que qualitatives, si vous suivez la logique d'Hegel et de Marx notamment, vous savez qu'à partir d'un certain niveau, la quantité se transforme en quantité. Donc c'est pas du coup, voilà, il y a des points de bascule aussi, je pense comme ça, qui peuvent être trompeurs dans notre perception de l'homme. Alors, vous trouverez également sur le site un lien d'un certain Clément Nestour pour en finir avec le propre de l'homme. Hein. Donc il dit, bon, faut arrêter avec cette histoire de rechercher un propre de l'homme. Où il dit notamment, on peut tout à fait distinguer Homo sapiens des autres espèces sur différents critères biologiques. Donc c'est un étudiant en biologie, hein, Clément Nestour, sur différents critères biologiques, sans toutefois en déduire une quelconque supériorité de l'humain. Je pense que c'est là qu'on rejoint vraiment la spiritualité, parce que voilà, c'est cette question essentielle, c'est de se dire, nous ne sommes pas supérieurs. Parce que quand on met le propre de l'homme, que ce soit les athées ou les religieux, je dirais, ils se disent, ah, l'homme est au-dessus de tout, en définitive. Que ce soit son cerveau ou que ce soit par une raison divine, c'est la volonté de cette supériorité de l'homme. Non, nous ne sommes pas supérieurs. En revanche, attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas respecter notre caractère. Notre caractère fait de nature et d'artifice, je le répète. Donc par exemple, notre caractère, c'est d'être fait de nature, nous sommes omnivores. Donc manger que des légumes, ce n'est pas viable. D'ailleurs, les gens qui mangent que des légumes sont obligés de manger des compléments alimentaires, donc d'autres artifices fabriqués, on ne sait trop comment d'ailleurs, des compléments alimentaires et autres. Donc,
ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter notre caractère. Nous sommes ce que nous sommes en définitive. Et puis voilà. Et il faut l'accepter tel quel. Alors finalement, je reviens à la question, est-ce que cette question du propre d'homme est finalement, est-ce que c'est une question pertinente? Au final, sans doute pas vraiment, parce que si elle sert juste qu'à nous faire sentir supérieurs, on n'en voit pas trop l'intérêt. Et puis, c'est quoi le propre de l'homme? Pour l'instant, la réponse, c'est l'ensemble vide. Donc, en fait, c'est une quête vaine, je dirais au moins en partie. Bon, la question se pose, donc il faut bien tenter d'y répondre malgré tout. Mais, en tout cas, ou du moins, ce qui en réduit la portée, et je dirais que ça doit je dirais dans le cadre du renouvellement spirituel, nous appeler justement à la modestie, en nous rappelant que nous sommes d'une extrême banalité. Hein. Donc voilà, j'ai remis l'image là de l'homme face à l'univers, face au cosmos, et encore là, on ne voit qu'une partie, et on voit la Voie lactée et sans doute quelques galaxies lointaines. Donc ça veut dire, et là on rejoint l'acceptation de notre condition de microbe dans le cosmos, donc d'arrêter de se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Si vous permettez, avant de terminer, je voudrais vous livrer ma propre définition de ce qu'est Homo sapiens. Donc, espèce résiduelle du genre Homo, parce que nous sommes la dernière espèce vivante de toute cette branche de l'évolution. Donc, espèce résiduelle du genre Homo, pratiquant l'échange intergroupe non programmé du travail social et de ses produits. Bon, ça paraît une définition un petit peu compliquée, mais on voit bien qu'il y a des ruptures à partir justement de ces échanges intergroupes. Et là, cette fois-ci, je terminerai vraiment par une citation de Elizabeth Marshall Thomas qui sur le livre dont je vous avais déjà parlé l'autre jour, là, Beyond Words, de Carl Safina, donc sur les éléphants, hein, donc étudier les éléphants, donc ça fait partie des citations à la fin de ce livre. Et donc, je vous le traduis en français. Donc, au-delà des mots, donc c'est le titre de ce livre, traduit, au-delà des mots est un ouvrage incontournable. Les animaux pensent, font leur deuil, rêvent, font des projets et communiquent des messages complexes de la même manière que nous. Les lecteurs qui le savaient déjà se réjouiront. D'autres apprendront la vérité. Et plus nous serons nombreux à saisir le message, plus tôt nous changerons le monde. Voilà, je vous remercie, messieurs, de votre attention. Que pensez-vous de tout cela? Christian. Avec Christian, il va faire une présentation aussi. Sois bref, s'il te plaît, Christian. Tu parles dans le vide, ton micro est coupé. Le micro. Oui, je me permets de demander la parole en premier parce que je vais présenter la semaine prochaine un sujet sur la même question. Donc, j'arrive pas tout à fait à la même conclusion que Luc, donc je ne vais pas dérouler le fil. Donc, simplement, quelques éléments en passant que j'ai notés. Luc, tu te demandes si c'est une question pertinente. Quel est le propre de l'homme? Bon, c'est déjà anticipé sur le type de réponse que tu vas donner. Voilà. Ensuite, le propre de l'homme, je regrette que tu n'aies pas défini qu'est-ce que c'est qu'une fonction propre, chose qu'avait fait Aristote. Hein. Et il a été le premier à chercher une définition de la fonction propre, et il indiquait que c'est quelque chose que l'homme seul est le plus apte, ou soit qu'il est le seul, soit qu'il est le plus apte à accomplir. Et c'est à partir de là qu'il a recherché la fonction propre de l'homme, qu'il appelait ergon, qui n'est pas tout à fait la même chose que tu as dit, mais bon, ça anticipe sur la présentation prochaine. Rechercher la fonction propre de l'homme, c'est pas forcément par rapport au sentiment qu'on a d'être exceptionnel.
c'est au sentiment qu'on a d'être le seul à pouvoir faire cette chose. Ça ne veut pas dire que c'est exceptionnel d'être le seul à pouvoir le faire. Voilà, c'est un petit distinguo que je tenais à faire apparaître. Tu as indiqué avec raison qu'il n'y avait pas de recherche spécifique sur qu'est-ce que c'est que le propre de l'homme. C'est vrai qu'on ne trouve pas, notamment dans les différents philosophes que tu as cités, de philosophes qui est consacré, par exemple, un ouvrage à la fonction droit. Mais ils ont tous quand même un petit peu parlé, enfin pas un petit peu, ils ont tous parlé dans le cadre de leur développement. Effectivement, Aristote a été le seul à introduire cette notion diacone qui est la fonction propre de l'homme. Alors ensuite, chose plus importante, il me semble qu'il ne faut pas confondre une recherche sur la fonction propre de l'homme et sur la fin qu'il donne à ses actions. Et il me semble que c'est ça, justement, le principal critique que j'apporterai à ta présentation, c'est que tu as parlé, ensuite tu as parlé l'homme fait ceci, fait cela. C'est un petit peu la différence que faisait Aristote entre est-ce que la recherche du bonheur, c'est la fonction propre de l'homme ou est-ce que c'est le logos? Voilà. Bon, il ne faut pas confondre la téléologie, c'est-à-dire la recherche de la fin, et puis la recherche de la cause. Il me semble que lorsqu'on pose la question quel est le propre de l'homme, on cherche les causes et pas les conséquences qui peuvent être l'hubris, qui peuvent être la croissance, qui peuvent être un certain nombre de choses. Après, il y a le grand débat sur la parole étant dans le propre de l'homme. Hein, c'est ce que beaucoup de philosophes ont affirmé, et en premier lieu, bien entendu, Descartes, puisqu'on parle du propre de l'homme en termes relatifs. Hein, on ne parle pas du propre de l'homme en termes absolus, propre d'homme dans l'univers. Non, on parle bien du propre de l'homme dans le cadre de son appartenance au monde animal. Donc il s'agit de savoir quel est le propre de l'homme par rapport aux autres animaux. Si on y est bien d'accord, peut-être qu'il aurait fallu également le préciser de façon plus claire dès le début. C'est notre recherche, quel est le propre de l'homme par rapport aux autres animaux, étant donné que l'homme fait partie de l'espèce animale. Et là, c'est le grand débat. Le logos, la parole, enfin le logos c'est plus que la parole, bon, j'y reviendrai la semaine prochaine. La parole en tout cas n'est pas vraiment le propre de l'homme parce que c'est plutôt des différences quantitatives plutôt que qualitatives. Bon, tu as tiré un trait en disant que c'était quelque chose d'acquis. Non, c'est pas acquis, c'est en débat. Hein. On n'a pas trouvé de propre de l'homme. Et tu as dit que c'était quelque chose d'incontestable. Non, c'est pas incontestable. On n'a pas trouvé qu'est-ce que c'est que le propre de l'homme. Si tu l'as trouvé, annonce-le. On cherche quel est le propre de l'homme. Et on n'a pas trouvé. Si, c'est pas la peine de rigoler. Bon, il y a différentes réponses. Il existe différentes réponses à cette question quel est le propre de l'homme, différentes réponses, et on n'a pas trouvé parce que c'est pas une équation. Évidemment, on n'a pas trouvé. Bon, on est dans une science molle, on n'est pas dans une science dure, et effectivement, personne n'a trouvé de réponse à dire, ou plutôt, tout le monde a donné sa réponse. Bon, et chacun donne sa réponse. Donc dire, on n'a pas trouvé ce que c'est que le propre de l'homme, on ne peut pas trouver cette chose-là. Hein. On ne peut qu'émettre des opinions, si possible, argumenter le plus rationnellement. Voilà. Et puis, donc, ça se retrouve dans ta synthèse. Nos caractéristiques se retrouvent dans toutes les espèces. Voilà. Bon, c'est le grand débat. Moi, je dis non. Le langage tel qu'on va pouvoir définir ne se retrouve pas dans toutes les autres espèces. Je pense qu'il faut dire qu'il y a des avis qui sont divergents sur ce point, mais on ne peut pas dire que tout le monde est d'accord pour dire que nos caractéristiques se retrouvent dans toutes les autres espèces. Et je terminerai en disant que dire que le propre de l'homme, c'est rechercher la supériorité, c'est déjà biaiser le raisonnement en disant, bien sûr, je vais vous démontrer que l'homme n'est pas supérieur. Non, rechercher le propre de l'homme, c'est pas rechercher sa supériorité, c'est rechercher ce qu'il est le seul à pouvoir faire ou à pouvoir faire le mieux, ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose de très peu vertueux, mais on est le mieux à le faire. Ça veut dire que l'homme le plus pervers, c'est lui qui le fait le mieux. Ça veut pas dire qu'il est supérieur aux autres. Voilà, je vous remercie. C'est bien. Alors, qui veut enchaîner? Moi, je veux bien dire deux mots.
en fait, il faudrait carrément une émission pour que je puisse en parler du propre de l'homme, parce que j'ai énormément de choses. Ah ben, on peut le faire, énormément de hein, choses on à peut dire. faire, Ah ben, on peut tu faire veux. un troisième volet, hein, ça pose pas de Ah oui, problème. volontiers, Hein, volontiers, oui, oui. Alors, si tu le souhaites, on en ce qui... l'inscrit et puis voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, mais je peux dire déjà Ah bah que bien sûr, bien sûr. alors, je ne crois pas du tout, disons, à ton argumentation, Luc. Voilà, je n'y adhère pas du tout. Après, il faudrait que j'explique effectivement pourquoi. Alors, il y a la question du langage, mais il n'y a pas que la question du langage. Parce qu'en gros, moi, je crois que l'homme, ce que nous sommes enfants du Créateur, du Père de l'univers, directement. Mais cette qualité, qui est un ensemble de qualités, l'image et ressemblance de Dieu, comme dit la Genèse, elle est invisible. Elle est intrinsèque à nous-mêmes. Hein, et c'est parce qu'elle fonctionne intrinsèquement à nous-mêmes que on se voit aussi, et comme tu l'as dit au début, souvent exceptionnel. Mais on peut être exceptionnel dans le sublime comme on peut être exceptionnel dans l'abject. Ça, je connais aucune espèce animale qui est capable de cet écart-là dans le choix d'être. L'espèce animale, elle suit les lois de son espèce. Elle a une certaine liberté, mais elle n'a pas de liberté touchant à sa propre qualité d'être, sa façon d'être. Et c'est là que nous sommes, nous, interrogés. C'est bien pour ça qu'il y a la morale, c'est bien pour ça qu'il y a les idées de vertu, il y a tout ça. Et ça, les animaux ne la posent pas. J'ai jamais vu une réunion de bonobos en visioconférence jusqu'à maintenant. Voilà. Enfin, je dis ça un peu rapidement. Hein. Et ramener finalement la morale, le propre de l'homme. C'est pas la visioconférence, là, tu fais un grand écart. Hein. Oui. Oui. Non, mais. Regarde ce qui se passe. Parce qu'en gros, ça se ramène toujours à. On est des animaux comme les autres. Non. Regarde ce qui se passe chez les suricates. Et on est quand même capable aujourd'hui, en tant qu'animal, quand même, de foutre en l'air, de faire exploser la planète, quand même. Je connais aucune espèce qui a réussi à développer ce genre de choses. Alors, on l'a développé dans le mal, mais pourquoi on ne l'aurait pas développé dans le bien, plutôt, de manière, au contraire, beaucoup plus sublime? Voilà. C'est un choix. Il y a un choix quelque part, et ce choix d'être, il nous est propre, alors que les autres espèces ne l'ont pas. Elles vivent leur vie d'espèce. Elles ont une liberté, mais une liberté limitée de faire son nid tel endroit, ou son terrier tel ailleurs, ou telle nourriture, mais c'est tout. Voilà. Mais elles sont beaucoup plus souvent intelligentes que l'homme parce qu'elles gardent un lien avec la création, alors que l'homme, lui, l'a totalement perdu. Et il ne voit plus son lien justement avec le Créateur, et c'est bien ce qui fait son grand problème, parce que c'est un piège extraordinaire. Parce que l'homme, il n'est que ce qu'il se fait, il croit à ce qu'il est. Donc il y a un piège extraordinaire là-dedans derrière ça. Mais du coup, si on ne voit pas ça, on occulte notre responsabilité par rapport au monde et par rapport à la façon dont nos sociétés ensemble. Voilà, bon, en 2 mots, mais je pourrais développer bien sûr beaucoup plus ça. Pour moi, il y a vraiment un propre de l'homme. Et je ne dis pas forcément qu'on est la seule espèce, nous, là sur la Terre, humaine. Il y a peut-être d'autres humanités ailleurs, ça j'en sais rien. Et qui ont choisi d'autres façons d'être. Voilà. Mais l'homme a quelque chose de tout à fait spécifique parce que c'est un enfant de la vie, avec un grand V, qui n'a pas pris conscience pour le moment de sa responsabilité énorme par rapport à la création, par rapport à l'équilibre. Il est dans un corps animal, c'est vrai. Voilà, j'en dis pas plus. Si je peux faire une petite émission, je suis d'accord, ça serait bien. Ça sera d'ailleurs très intéressant après Christian, parce que Christian a donné un certain nombre d'objections qui me paraissent très importantes. Que je récuse toutes, sans exception. Oui, j'imagine. Mais je vais laisser les autres, et celles que tu viens de dire aussi d'ailleurs. Oui, oui. Qui veut suivre? Christophe? Je veux bien, ouais. Alors, en ce qui me concerne, je suis assez sur la même ligne de Luc, parce que moi, quand j'ai écrit mon livre, j'ai choisi volontairement de parler d'être plutôt que de parler d'homme,
en me disant que de toute façon, toute propriété gardée, enfin toutes les propriétés que nous possédons, elles sont dispersées dans la nature. Et que les animaux, de manière générale, même les plantes ou d'autres entités, pouvaient en partager un certain nombre que nous possédons. Alors après, c'est vrai que toujours on le voit de façon positive, qu'est-ce qu'on a de positif par rapport aux autres, mais c'est vrai que la notion de qu'est-ce qu'on a de négatif par rapport aux autres, elle est hyper centrale. C'est nos incapacités qui nous ont fait vouloir peut-être sortir de notre, comment dire ça, de notre milieu naturel d'origine, nos défauts, notre peur peut-être qui est plus exacerbée que chez les autres animaux. Qu'est-ce que je peux en dire? Mais c'est vrai que cette volonté de vouloir s'extirper de là où on est, de ce qu'on est, c'est une dynamique qui est présente. Même si la tradition aussi, on le voit bien, est quelque chose qui porte le conservatisme, etc., est un élément qui fait que aujourd'hui, on arrive à faire des outils incroyables parce que en gardant les techniques de nos aïeux, en le conservant et en les perpétuant, au final, on arrive à construire des montagnes de technologie incommensurables. Donc, qu'est-ce que c'est moi, je garde dans l'idée que quand même l'histoire du dosage, c'est certainement une forme de dosage entre toutes ces propriétés. On n'est pas les plus peureux, on n'est pas les plus courageux, on n'est pas les plus intelligents, on n'est pas les plus capables en mémoire. Une espèce d'équilibre comme ça qui se fait, qui se produit et qui nous donne une capacité différente, quoi. Moi, donc, moi, je m'interroge sur cette question, l'homme et après l'homme, parce qu'au final, c'est bien beau de vouloir qu'on soit super, voilà, et qu'on ait une capacité, mais ce que je veux dire, c'est que probablement que l'homme va évoluer encore une fois. Et derrière, qu'est-ce qu'il y aura derrière? Quel est le futur de l'homme? Est-ce que ce dont on va se gargariser d'être comme propre à nous-mêmes, est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut qu'on modifie? Est-ce qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on fasse évoluer? Et finalement, enfin, qu'est-ce que le propre de l'homme? Moi, je trouve ça restrictif. On se restreint à ne rester qu'un homme, alors que peut-être qu'il y aurait d'autres formes plus intéressantes à avoir. Mais bon, ça, c'est de la prospective, encore une fois. Moi, je suis curieux de savoir ce qu'on va devenir et vers où il faut aller. Alors, il y a l'amour, etc. aussi qu'on pourrait creuser. Être ce qu'on est de façon la plus optimale possible. Peut-être que c'est ça aussi vers quoi on va aller. Mais la question reste entière et c'est vrai que c'est très intéressant. Mais donc, sur le point de vue, est-ce qu'on a quelque chose en particulier? Je pense qu'on a un dosage particulier. Et pour le reste, c'est vrai que je me dis pas que les autres animaux en sont incapables. Je me dis juste qu'ils n'ont pas les mêmes attributs qu'on a. Je suis sûr que les orques qui seraient capables de construire des choses s'ils avaient des mains. Alors, ils n'ont pas de mains, alors ils font comme ils peuvent. Et ça aussi, la main avec le pouce à l'opposé, il me semble que c'était un attribut qui était hyper évolutif, qui permettait de faire des choses. Sauf que voilà, on a vu que c'est pas forcément suffisant. On sait que les chimpanzés, ils ont très peu de mémoire, ils conservent pas les objets. Mais par contre, ils sont capables de résoudre les problèmes de façon assez rapide, des problèmes d'agilité, de mentale. C'est-à-dire qu'eux, ils vont avoir une capacité à résoudre des problèmes plus vite que des enfants, alors qu'on considère qu'ils sont au même âge mental, quoi. Parce que les enfants, ils vont être bloqués dans des traditions et des croyances que le chimpanzé n'a pas, puisqu'à chaque fois qu'il a un problème, pour lui, c'est un nouveau problème. Là où l'enfant, il va se dire, mais non, mais je connais déjà. Et si on met un petit piège à un endroit, c'est fini, ça marche plus. Enfin, c'est des trucs qui sont intéressants. Moi, j'adore regarder ces petites choses-là. Et moi, j'ai fini sur mon complément. Ouais, effectivement, il y a des expériences récentes où les singes sont plus rapides sur certaines tâches intellectuelles que des humains, même des adultes. Mm. C'est impressionnant. Eberhard. Oui, bon.
Alors vraiment, ça ne m'étonne pas, ce genre de positionnement de Luc, ça ne m'étonne absolument pas. Oui, on voit bien, comme disait Marx, on a les idées de celui qui vous donne à bosser, donc en fait un informaticien adepte du Tao spirituel, tout ça, ça va très bien, c'est-à-dire on est dans la mécaniciste, en fait. Hein. Euh, et en fait, il y a que, enfin, il y a que, mais je pense que Claude ira aussi dans ce sens-là, c'est le logos, il parle du logos. Effectivement, le logos, c'est le propre de l'homme, et pas seulement le logos dans le sens l'intelligence, parce que tu vois, c'est un niveau, l'homme étant un cerveau qui fonctionne comme une machine, quoi, je veux dire, comme un ordinateur. Voilà. Non, c'est un niveau supérieur. En plus, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, toi qui as lu quand même René Girard, de ne pas voir en fait le saut quantique. Et là, on n'est pas dans la quantité, on est d'un seul coup dans une nouvelle qualité. À un moment donné, l'homme est singe, et à un moment donné, et d'un seul coup, il a tout un univers qui s'ouvre. Et je rappelle ce que j'ai dit la dernière fois, l'homme, quand il a commencé par nommer les choses, pas seulement les choses, pas seulement un arbre, mais se questionner au-dessus, à propos de l'arbre, ou se questionner à propos du singe, ou du lion qui tente de l'attaquer, ou du mammouth, ou appelle ça ce que tu veux, et d'essayer de trouver un, un enchaînement d'explications tel qu'elle peut l'être par rapport à son début d'humanité, en fait. Et d'un seul coup, il se pose la question et il nomme au fil de son enfin, évolution, mais aussi les catastrophes qui arrivent hein, à l'homme. Donc, tu abordes ça un peu, mais voilà, c'est cette complexité et à force, ben, l'homme arrive à nommer quelque chose qui s'appelle Dieu, donc cette abstraction des plus élevés, mais qui a un sens et une profondeur. Et c'est pas seulement une gradation, c'est un et il va mettre en place un nouvel outil qui est l'outil sacrificiel dont parle René Girard, que je trouve très convaincant, au moins pour tout ce qui est du début de son organisation sociale, qui permet de se stabiliser en tant que groupe et allez, on est d'accord, d'aller pouvoir faire des échanges entre groupes. Ça, là, je suis d'accord. Mais le niveau qualitatif supérieur de l'homme, il est pour moi indéniable. Toi, tu me le réfuteras en disant oui, il n'y a qu'une gradation. Je sais pas, moi, les petits merles, ils font déjà une bombe atomique à leur échelle ou je ne sais quoi. Ou Lucifer, oui, bon, je sais pas, moi, un autre, les gazelles estimeront que le lion est Lucifer, quoi. Non, mais non, c'est d'un niveau, je trouve, très faible. Voilà, c'est trop matérialiste, quoi. C'est ça. Ça me manque. Je veux dire, et les animaux, ils sont capables de poésie aussi, peut-être. Hein. Ils vont invoquer avec leur lyre. Ah, c'est vrai, ils font des jolis numéros de musique, hein, les osios. Mais il y a une fonction derrière ça. Elle n'est pas vraiment. Enfin, alors toi, tu y vas, peut-être quelque chose de sentimental. Et toutes ces citations que tu as mis, bah oui, bah c'est gentillet, quoi. Oui, c'est comme tous ceux qui disent oui, les arbres aussi parlent à travers leurs branches et leurs feuilles et à travers leurs racines et tout. Et oui, et donc les arbres fabriquent des bombes atomiques ou fabriquent des poèmes aussi. Voilà. Non, la forêt est un outil poétique, mais est poésie, mais aux yeux de l'homme. Voilà, voilà, je fais court. On est déjà à 1 heure, donc je dirais, je vais donc mettre l'émission en ligne. Je mettrai un certain nombre de liens. Je le répète, regardez l'émission de Virgule Animal. Je mettrai le lien également sur les orques. Vous serez, enfin, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Donc ça relativise. Après, bon, voilà, moi je vous amène ce que j'ai pu trouver et ce que je vois, hein, et ce que je constate. C'est effectivement des terre à terre, on peut appeler ça matérialiste, hein, mais voilà, bon. Je pense qu'on aura donc plusieurs débats sur ces questions, donc on aura l'occasion de rééchanger et
de critiquer les différentes approches. Merci messieurs.